On parle de maintenance 4.0, bien sûr, mais enfin, il y a quand même aujourd'hui un autre sujet d'actualité qui malheureusement nous fait perdre aussi des points de croissance, c'est le recrutement dans l'industrie et plus particulièrement dans la maintenance industrielle. Pour cela, des solutions existent, comme va nous le présenter Miroslav Lukic, donc directeur général et fondateur du site emploi-maintenanceindustrielle.com, qui est une plateforme, en fait, une plateforme visant à faciliter le recrutement de ces ressources très précieuses aujourd'hui. Miroslav, c'est à toi. Merci. Merci Olivier. Bonjour à tous. J'interviens aujourd'hui dans le cadre de ce CPM de Toulouse pour échanger avec vous sur le thème du recrutement et de la fidélisation des techniciens de maintenance et des équipes maintenance. Et les questions auxquelles je vais tenter d'apporter des réponses et peut-être des pistes de réflexion, c'est comment relever le défi du recrutement dans ces métiers en tension, comment fidéliser ces équipes maintenance, sur quel levier est-ce qu'il faut s'appuyer pour pouvoir réussir ce challenge aujourd'hui. Et enfin, j'aborderai le thème de la marque employeur, donc comment travailler sa marque employeur. Alors, juste en deux mots, je m'appelle Miroslav Lukic, je suis le fondateur du site emploi-maintenanceindustrielle.com, qui est un site de diffusion d'offres d'emploi et une CVTech spécialisée sur les profils de techniciens et d'ingénieurs maintenance. J'ai une formation d'ingénieur arts et métiers, donc j'ai un parcours industriel à la base. Pendant un peu plus de 10 ans, j'ai été responsable maintenance en France et à l'international dans le groupe Rhône-Poulenc-Rhodia, donc en France, aux États-Unis, en Belgique. Et ensuite, pendant 8 ans, j'ai occupé des postes de direction commerciale et de direction générale de PME dans l'industrie. Et donc j'ai régulièrement eu à recruter des techniciens de maintenance et j'ai régulièrement été confronté à cette problématique. Il y a un peu plus de 6 ans, j'ai lancé cette plateforme qui s'appelle emploi-maintenanceindustrielle.com, qui est un site, qui est une plateforme qui permet de donner de la visibilité ciblée auprès du bon public. Le bon public, ce sont des métiers et des profils de techniciens de maintenance, d'électrotechniciens, d'automaticiens, d'ingénieurs maintenance, instrumentistes, frigoristes. Voilà, tous ces métiers qui font la maintenance industrielle. Pour information, on touche en grosse partie... C'est le haut-parleur, donc je ne vais pas me rapprocher de l'écran. En grosse partie des niveaux Bac plus 2, Bac Pro, CAP, BEP, pour pratiquement 75% des profils que l'on touche. Le reste, ce sont des Bac plus 5, donc des ingénieurs. Voilà, puisque le gros de cette population, ce sont vraiment les Bac plus 2 et les Bac Pro. On touche aussi des candidats de tout niveau d'expérience, aussi bien des débutants que des personnes très expérimentées. Je vais maintenant aborder les points suivants. Tout d'abord, parler rapidement des métiers de la maintenance industrielle. Ensuite, vous donner quelques chiffres sur le marché de l'emploi en maintenance. Essayer de vous donner quelques éléments clés des évolutions sociologiques qui ont un impact sur le recrutement. Et enfin, vous parler de la marque employeur. Cette étude, en fait, cette présentation est un peu le fruit de notre observation en tant que plateforme spécialisée. Depuis 6 ans, on observe l'évolution du marché de l'emploi et on a l'occasion d'échanger avec les recruteurs, avec les candidats. Et voilà, je voulais mettre en avant et partager avec vous ces éléments. Alors, très simplement, les métiers de la maintenance, je ne vais pas épiloguer, ce sont des métiers de service avant tout. Ce sont des métiers qui sont peu connus du grand public, donc ça a forcément un impact déjà à la base sur l'orientation des jeunes et l'intérêt pour ce type de métier. Moi, je qualifie ces métiers de docteur de l'industrie, puisque finalement, le travail d'un technicien ou d'un ingénieur maintenance, c'est de réparer les machines et surtout, en fait, essentiellement même, de prévenir les pannes et finalement d'éviter tout problème technique. Donc, c'est un petit peu travailler à sa propre disparition.
les enjeux du technicien ou de l'ingénieur de maintenance, c'est améliorer la durée d'utilisation des équipements. Ça, c'est son enjeu principal. Optimiser les coûts d'exploitation, puisqu'on parlait de points de productivité. Donc, effectivement, une usine qui tombe en panne, c'est une usine qui ne produit pas. Et donc, du coup, ça a un coût direct. Donc, la maintenance a un réel impact sur les coûts d'exploitation. Et je dirais que la devise, c'est prévenir plutôt que guérir. Voilà. Donc, c'est pour brosser un petit peu le tableau de ce que sont ces métiers. Alors, le marché de l'emploi en maintenance, donc quelques chiffres. Donc, ce sont des données issues de l'INSEE de Pôle emploi. En termes de population, en France, on est à peu près à 466 000 emplois. Donc, c'est à la fois beaucoup et peu en termes de nombre de personnes. Donc, un demi-million de personnes en France qui sont impliquées dans ces métiers de la maintenance. C'est une analyse qui a été menée sur les métiers de technicien de maintenance, électrotechnicien, mécanicien industriel et automaticien en France. Deuxième chiffre, ce sont des métiers donc en 30 ans. Donc le nombre de personnes qui travaillent en maintenance industrielle a pratiquement doublé. Donc plus 90% en 30 ans. Donc des effectifs en augmentation. Donc plus 90%. Et enfin, un élément important, c'est les femmes en maintenance, c'est la féminisation. Ça reste malgré tout un emploi, enfin un métier où il y a peu de femmes. Donc on est à 9% des effectifs qui sont des femmes dans ces métiers. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de grands groupes cherchent à avoir des ratios hommes-femmes, mais voilà, les chiffres montrent que effectivement, ce sont des personnes qui sont finalement très sollicitées aujourd'hui. Mais il n'y en a pas énormément. Juste pour vous donner un comparatif, on est à 9% contre 48% dans la population active, tous métiers confondus. Voilà, donc on est vraiment sur un taux de féminisation qui est assez faible. Malgré tout, les nouvelles générations, on monte sur les moins de 30 ans à des chiffres plus proches de 15% aujourd'hui. Donc on a quand même un phénomène de féminisation, mais qui reste très lent. D'autres chiffres, donc en termes d'âge et de diplôme, on est sur une population qui est vieillissante. Sur les 30 dernières années, le pourcentage de techniciens de maintenance de plus de 50 ans passe de 16 à 27%. Donc on est sur des populations donc vieillissantes et donc finalement à un moment il va falloir penser au renouvellement de ces populations. Et on commence déjà à rentrer aujourd'hui, déjà en 2019, dans une phase où des entreprises sont un peu devant le fait accompli et doivent remplacer des équipes de 20 ou 30 personnes alors qu'ils n'ont pas forcément prévu ces recrutements ou programmer correctement le renouvellement. Donc une population vieillissante au niveau national. En termes de diplôme, donc un diplômé sur 3 a un bac+2 ou plus. Donc là, on assiste en fait à une montée en niveau au niveau des diplômes. 37% des techniciens de maintenance ont un diplôme donc supérieur ou égal à un bac+2. Et comparativement à il y a 30 ans, on recrutait plutôt à bac pro ou moins. Aujourd'hui, je dirais que le minimum, c'est bac+2. Voilà. Donc on a une montée en niveau de diplôme. Alors, ce sont des métiers en tension. Donc vous le savez comme moi, si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement un intérêt par rapport à cette problématique. Il y a des données factuelles qui le montrent. Je voulais juste montrer un petit graphique issu de Pôle emploi. Alors sur ce graphique, on a deux courbes, une en très plein, une en très pointillé, et c'est en fait le ratio entre le nombre d'offres d'emploi et le nombre de candidats en recherche d'emploi dans ces métiers. La courbe en très plein, c'est la courbe associée aux techniciens de maintenance. Donc on voit qu'elle est relativement proche, j'évite de m'approcher de l'enceinte, elle est relativement proche de 1, elle a même entre 2007 et 2008, elle a dépassé les 1, ce qui veut dire qu'il y avait plus d'offres d'emploi que de candidats disponibles sur le marché. Et en comparaison, les traits pointillés, c'est l'ensemble des autres métiers.
Donc on voit qu'il y a quand même un écart assez important. Donc voilà, il y a des chiffres qui montrent qu'effectivement, on est sur un marché qui est en tension. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment encore à 1, c'est-à-dire qu'on n'est pas à une offre pour un candidat, mais comparativement aux autres métiers, on est vraiment sur une problématique de trouver les ressources et un problème de disponibilité de ressources et de candidats sur le marché. Alors, donc la question, donc après avoir vu quelques chiffres, c'est comment faire pour aborder un recrutement. Donc la démarche classique, je dirais, la démarche générale, c'est on diffuse une offre, on recherche dans une CVTech et on le fait ça au moment où se présente le besoin. La difficulté, c'est que les candidats ne vous connaissent pas forcément et finalement choisiront l'entreprise qui les séduira le plus. Donc ça c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est, je pense, un élément clé. Et donc il est important de faire savoir en amont aux candidats qui vous êtes et évidemment leur donner envie, l'envie de vous rejoindre. Du coup, je pense qu'il est important en tant que recruteur de se poser des questions simples. Qui est ce candidat? Qui est le candidat? Qui sont les candidats d'aujourd'hui? Comment lui faire savoir que moi j'ai un poste à pourvoir ou des postes à pourvoir et essayer de comprendre comment ce candidat se comporte aujourd'hui dans sa recherche d'emploi. Alors, pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, d'abord il y a des évolutions sociologiques qui sont importantes et assez marquées. Alors tout d'abord, le contexte actuel, c'est un contexte de guerre des talents. Donc c'est un terme un peu fort, hein, la guerre, c'est quand même assez violent même comme terme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé dans une situation où une situation d'équilibre entre les employeurs et les employés, entre les recruteurs et les candidats, une situation d'équilibre des forces. Et on est rentré dans un jeu où l'un doit séduire l'autre. On n'est plus dans une situation où le candidat doit arriver avec son CV et donner gentiment son CV en espérant que le recruteur daigne le regarder ou apprécie ses talents. On est vraiment dans un jeu où le recruteur doit aussi séduire le candidat. Donc il y a un véritable rééquilibrage des forces. Alors on arrive à ce constat. Alors il y a différents facteurs qui mènent à cette problématique. D'un côté, en termes d'adéquation entre les formations initiales, qui ne sont pas forcément liées aux réalités du marché du travail. Donc les jeunes qui sortent ne sont pas forcément formés et avec des compétences qui sont directement opérationnelles et utilisables par les recruteurs. Donc ça, c'est une première problématique. L'autre problématique, c'est aussi l'importance de former des employés qui sont plus âgés. Donc ça, c'est à l'autre bout du spectre. Donc ceux qui ont plus de 40 ans, former ces employés pour qu'ils puissent continuer à s'adapter aux exigences des nouvelles technologies. On parle aujourd'hui beaucoup de maintenance 4.0. Eh bien, les employés, il faut en fait les maintenir en compétences, il faut avoir des plans de formation et il faut les maintenir à niveau parce qu'ils sont une ressource extrêmement importante de votre entreprise. Donc la guerre des talents, en fait, voilà, alors là j'ai mis en avant deux phénomènes. Hein. D'un côté, à l'entrée, avec ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui n'ont pas forcément les compétences à l'instant T. Et de l'autre côté, un contexte d'évolution technologique qui fait que les employés, d'une année sur l'autre, finalement, si vous ne les maintenez pas en compétences, eh bien, vous allez vous réveiller un jour avec des techniciens de maintenance qui ne sauront pas programmer un automate ou au moins évaluer certaines situations avec de nouveaux équipements. Donc, première chose, la guerre des talents. Deuxième chose importante, c'est l'impact du digital dans le processus de recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le digital? Quel lien avec le recrutement? Tout d'abord, le développement de nouvelles plateformes comme emploi-maintenance-industriel.com ou d'autres qui sont liées à l'emploi, donc ces fameux job boards. L'apparition de ces plateformes fait que les candidats, aujourd'hui, ont une visibilité beaucoup plus large des emplois qui sont disponibles. Et donc, ils ne vont pas forcément chercher du boulot juste à côté de chez eux.
mais ils vont être informés qu'il y a aussi du travail plus loin. Donc ces plateformes permettent déjà de donner de la visibilité à l'emploi et donc une certaine liberté de choix aux candidats. Autre élément important, autre impact important sur le recrutement, c'est le développement des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et d'autres plateformes. L'apparition de ces plateformes bouleverse complètement aussi la façon dont les candidats se renseignent sur votre entreprise. Aujourd'hui, se renseignent et parlent de votre entreprise. Aujourd'hui, les salariés prennent la parole sur les réseaux sociaux. Ils parlent de leur quotidien, de leur travail, de leur employeur. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, il est plus simple que jamais pour les candidats de s'informer. Et grâce au digital, finalement, le candidat a un accès extrêmement facile à l'information. Et donc, du coup, permet en toute transparence de savoir qui vous êtes. Donc, l'impact pour l'entreprise, c'est que l'entreprise n'est plus aujourd'hui maître de sa propre communication et de sa propre image. Et l'entreprise, en fait, il ne suffit plus qu'elle affirme son message, puisque le candidat, lui, il a le choix, il va pouvoir se renseigner sur l'entreprise par différents canaux. Il va pouvoir questionner, il va pouvoir vérifier qui vous êtes et ce que vous proposez réellement via le digital. Autre élément important à prendre en compte par rapport à ces évolutions sociologiques, c'est l'évolution, donc les nouvelles générations face au travail. Donc les jeunes, donc je dis les jeunes, c'est les 16-30 ans, sont, vous le savez, super connectés. Ils passeraient plus de 2 heures par jour sur leur smartphone, rien sur leur smartphone, voire plus pour certains. Les jeunes sont accros aux contenus riches. Donc, ce qu'on appelle les contenus riches sont les vidéos. Hein. Les plateformes comme Facebook ou YouTube sont de véritables réseaux sociaux et permettent aux jeunes de s'informer ou d'avoir de l'information. Ces jeunes, en fait, sont extrêmement bavards aussi. Et ils parlent sans aucune inhibition. C'est-à-dire qu'ils vont parler du bon comme du mauvais. Donc il n'y a aucune limite, ils vont parler. Et souvent, ce qui marche, c'est de parler de ce qui ne va pas. Ça crée de l'engagement. Hein. Les plateformes sociales aiment bien ça. Donc un sondage IFOP de 2015 a conclu que 96% des internautes seraient influencés par l'irréputation d'une marque. Donc cette nouvelle génération prend aussi le digital comme une source de formation. Donc il y a l'école qui permet bien sûr de donner une formation solide et académique de leur métier, mais de plus en plus on voit apparaître des plateformes de formation, les fameux MOOC. Donc en fait c'est des plateformes de formation en ligne ou même des tutoriels sur YouTube qui permettent en fait aux jeunes, de jeunes et moins jeunes, finalement d'apprendre des choses qu'ils n'auraient pas forcément appris à l'école. Tout ça, j'en viens en fait à l'idée que le jeune aujourd'hui, les nouvelles générations vont chercher avant tout à travailler leur employabilité. Leur employabilité, en fait, c'est quoi? C'est chercher à améliorer ses compétences et donc utiliser l'entreprise en fait comme une source d'amélioration de ses propres compétences. Donc ça, c'est aussi un phénomène extrêmement important. Et cette nouvelle génération a vraiment, je pense, un attrait important pour justement comment est-ce que moi je vais construire ma carrière aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le candidat aujourd'hui, un élément important, c'est qu'il agit en tant que consommateur face à vos propositions d'emploi. Donc, on est rentré dans cette société aujourd'hui où voilà, on a accès avec des sites de e-commerce, un accès rapide à tout, pouvoir acheter en ligne. Eh bien, aujourd'hui, ce phénomène se voit aujourd'hui dans le recrutement. Et il faut vraiment avoir dans l'idée que le candidat, eh ben, il va agir en tant que consommateur face à votre proposition, à votre offre d'emploi.
Et donc, les réflexes en fait, que les candidats peuvent avoir vis-à-vis des marques, enfin, de produits qu'ils achètent, qu'ils consomment, eh bien, ces bonnes pratiques aujourd'hui, il faut les intégrer dans votre façon de recruter. Et c'est ce qu'on appelle la marque employeur. Alors, la marque employeur, donc, c'est appliquer les techniques du management de marque, donc le marketing, à la gestion des ressources humaines. Donc, aujourd'hui, l'entreprise en fait devient une marque sur le marché du travail. Ça, c'est vraiment un point important. J'insiste dessus. Marque à laquelle les candidats et les salariés associent des attributs concrets. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, les candidats ou les salariés vont associer à votre marque employeur des avantages fonctionnels et des avantages émotionnels. Donc les avantages fonctionnels, c'est le salaire, les horaires de travail, la sécurité au travail. Voilà, donc ce sont des avantages fonctionnels, mais aussi des avantages émotionnels qui peuvent être comme des choses comme avoir du sens, un travail qui a du sens, l'équilibre vie privée et vie professionnelle, l'autonomie qu'on donne aux candidats au travail, l'environnement, voilà, est-ce que c'est un environnement dynamique qui peut se traduire par des outils technologiques mis à disposition, la possibilité d'évolution aussi au sein de l'entreprise. Voilà, donc on y associe, le candidat y associe des avantages fonctionnels et des avantages émotionnels. Donc là, on rentre vraiment dans du marketing. Ce qui est important, c'est que depuis 2014-2015, avec l'explosion justement de ces réseaux sociaux, toute entreprise, qu'elle le veuille ou non, a une marque employeur. Donc aujourd'hui, la question stratégique, ce n'est pas de savoir est-ce que vous voulez ou pas avoir une marque employeur. La question, c'est est-ce que vous voulez la travailler ou pas. Parce que cette marque employeur, que vous le vouliez ou non, vous l'avez. Alors, pourquoi travailler sa marque employeur? Donc pour attirer les talents dans un climat de concurrence exacerbé, donc actuellement, pour exister vis-à-vis de vos concurrents. Quand on est une PME ne disposant pas de la crédibilité d'un grand groupe et d'un grand budget, c'est aussi une excellente façon d'exister. Même une PME peut faire de la marque employeur. Et aussi pour fidéliser les compétences en interne en rendant les salariés satisfaits de leur situation professionnelle. On pourrait faire, puisqu'on est dans le cadre de la maintenance, on pourrait faire un petit peu un parallèle entre la maintenance préventive et la maintenance curative. Travailler sa marque employeur, c'est faire de la maintenance préventive. C'est faire de la maintenance préventive pour vos recrutements, mais aussi pour l'avenir de votre société. Alors, pourquoi fidéliser? Tout d'abord, pour des raisons économiques. Recruter, ça coûte cher. C'est du temps et de l'argent. Et pour essayer pour retrouver des compétences à niveau équivalent, voilà, c'est un budget assez important. Et du coup, fidéliser les employés, c'est économiquement intéressant. Et fidéliser aussi, c'est aussi impliquer les collaborateurs dans votre entreprise et faire que les salariés deviennent des ambassadeurs. Parce que ce sont finalement eux, vos collaborateurs, qui vont pouvoir faire grandir votre marque employeur et votre image d'entreprise à travers en fait, leurs relations professionnelles ou personnelles. Alors, il y a 25 ans déjà, Monsieur Richard Branson, qui est un entrepreneur qui est connu mondialement, Richard Branson, c'est Virgin, EasyJet, etc. Il a dit les clients ne sont pas prioritaires, les employés viennent en premier. Si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de vos clients. Bon, je pense que vu son succès et sa réussite, on peut considérer qu'il y avait quand même un fond de vérité dans ce qu'il dit. Donc, en fait, c'est ce qu'il a annoncé il y a 25 ans, c'est un peu un changement de paradigme. Il y a 25 ans, on disait c'est le client qui est roi. Et tout était construit autour de cette idée du client roi. Finalement, lui, ce qu'il a dit, c'est le client roi, ce n'est pas la bonne approche de management. La bonne approche, c'est de se concentrer sur la satisfaction des employés. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire oui à tout, mais rendre les employés contents, leur donner les moyens de travailler correctement,
C'est là le vrai moteur de la réussite des entreprises de Richard Branson. Et je pense qu'il y a effectivement là, il y a un modèle à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que c'est que l'expérience collaborateur ? En fait, c'est toutes les relations, interactions que vous allez avoir avec cette personne depuis sa candidature dans votre entreprise jusqu'à son départ. Donc je ne vais pas faire de grandes théories sur l'expérience collaborateur, mais en gros, il y a trois thèmes principaux. La vision, pourquoi, donc quelles sont vos valeurs, vos projets, quelle est sa mission, la culture d'entreprise et l'environnement de travail. Donc ce sont des questions. Alors par exemple, la vision, c'est comment est-ce que vous faites pour faire comprendre vos attentes en tant qu'entreprise à vos collaborateurs. Est-ce que ces attentes sont bien comprises? Développement de compétences et perspectives d'évolution. Comment est-ce que vous travaillez l'évolution de vos salariés? Culture d'entreprise, donc management bienveillant, bon, c'est un mot un peu à la mode, mais sentiment d'appartenance, degré d'autonomie suffisant, voilà, ce sont des thèmes sur lesquels il est intéressant de vous interroger, de voir comment vous travaillez aujourd'hui ces thèmes. Environnement de travail, environnement de travail, on parle d'environnement physique, hein, les moyens mis à disposition, d'interaction, donc d'ambiance au travail, interaction avec les autres collaborateurs, comment sont organisées mes missions, l'équilibre vie privée et vie professionnelle. Voilà. Donc l'expérience collaborateur est centrale et c'est un outil de fidélisation de vos collaborateurs. Donc tout ça, ça ne se fait pas, comme vous pouvez le comprendre, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un travail de fond, qui amène d'excellents résultats. Alors du coup, en synthèse, ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, le candidat agit en consommateur face aux propositions de recrutement. La marque employeur, c'est un outil stratégique, quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc ce n'est pas réservé aux grands groupes. C'est quelque chose d'extrêmement important. Vous l'avez compris, c'est une démarche de fond. Donc c'est quelque chose qui a besoin de l'engagement de la direction, qui passe aussi par l'engagement des collaborateurs actuels, tant pour fidéliser que pour en faire des ambassadeurs. Tout ça en vue d'attirer plus de candidats. Alors, quelques pistes pour démarrer. Vous pouvez vous poser des questions simples. Hein. C'est que disent les salariés actuels sur mon entreprise à propos de la rémunération, à propos de la vie privée, de l'équilibre vie privée vie professionnelle, de l'ambiance, des possibilités d'évolution, des avantages. Voilà. Bon, que disent les salariés? Il faut prendre le temps de les écouter et ensuite de réfléchir aux réponses. Posez-vous la question, quelle image ont de vous les candidats potentiels? Vous avez certainement eu des recrutements à faire. Finalement, c'est intéressant de savoir quelle est l'image que vous a renvoyé ce candidat. Que dit-on de vos concurrents? Et là, il ne faut pas aborder vos concurrents de la façon dont vous le faites pour les produits ou le service que vous vendez, mais on parle bien de recrutement dans le bassin de recrutement dans lequel vous évoluez. Donc vos concurrents ici, ce sont les recruteurs d'autres techniciens de maintenance. Donc qu'est-ce qu'on dit de vos concurrents? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à eux? Donc on est dans une position en fait de marketing. Et de connaître finalement ce marché du recrutement. Donc finalement, si vous fabriquez, si vous êtes usineur ou fabricant de biscuits ou d'autres équipements, il ne faut pas vous comparer à vos concurrents produits, mais à vos concurrents sur le marché du recrutement. Et enfin, définir un atout RH cohérent qui va vous définir et le faire savoir. Donc cette démarche, le plan général à suivre pour établir votre stratégie de marque employeur. La première étape, elle est extrêmement importante, c'est obtenir l'adhésion de la direction. Sans ça, inutile de démarrer dans ce genre d'approche. Ensuite, c'est mener un audit pour faire connaître pour connaître votre image actuelle, un audit interne et un audit externe. Donc ça se fait très simplement déjà en consultant votre site internet. Comment est-ce qu'il est présenté? Est-ce que vos derniers articles de blog datent de 2013? Est-ce que vos informations produits sont à jour? Est-ce qu'on décrit bien votre entreprise? Est-ce que votre site est responsive? Ça peut aussi être
Que dit-on de vous sur les réseaux sociaux? Essayez de voir un petit peu comment votre entreprise est perçue. Donc ça, c'est l'audit externe. L'audit interne, j'en ai parlé tout à l'heure. Mener un benchmark concurrentiel, donc vous comparez à vos concurrents sur ce marché du recrutement. Qu'est-ce qui attire chez vous? Qu'est-ce qui retient chez vous, chez les autres? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Et à partir de ces points forts et de ces valeurs, eh bien, c'est établir votre plan d'action stratégique, donc définir vos cibles. Ici, on parle de recrutement de techniciens de maintenance ou d'ingénieurs maintenance. Et quel est votre positionnement en fait? Qu'est-ce que vous avez à offrir et qu'est-ce que vous avez à dire à ces candidats? Quelle est la promesse de votre marque employeur vis-à-vis de ces candidats? Et extrêmement important, c'est d'engager vos collaborateurs sur ce projet pour qu'ils puissent devenir des ambassadeurs. Et enfin, la dernière étape, c'est la promotion. Une fois que vous aurez construit tous ces éléments, c'est la promotion de votre marque employeur. Donc c'est diffuser cette information en utilisant des canaux spécialisés qui sont ciblés par rapport au métier sur lequel vous voulez recruter. Donc voilà, donc nous, en tant que site spécialisé sur les métiers de la maintenance industrielle, nous avons des employeurs qui diffusent des offres sur notre site pour un objectif à court terme. Mais en fait, voilà, nous, on les engage à travailler sur le long terme et de diffuser pas uniquement des offres d'emploi, mais aussi du contenu. Donc ça peut être des vidéos, des photos, des articles qui permettent aux candidats, lorsqu'il vient sur notre site, de voir qu'il y a des postes à pourvoir, mais aussi de compléter sa connaissance de l'entreprise grâce à du contenu que le candidat va consommer et qui va lui permettre en fait peut-être de commencer une démarche de recherche sur votre site ou d'autres sites. Voilà. Donc je vous remercie et s'il y a la moindre question, je suis là. Beaucoup, Miroslav. Petite question, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de RH. Qu'en est-il de la communication de l'entreprise? Parce que finalement, l'image, ça passe aussi par la communication externe de l'entreprise. Est-ce que tu as un conseil à nous donner à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut prendre, pas forcément embaucher quelqu'un, ça risque d'être assez lourd, encore que, mais est-ce que tu as des pistes là-dessus pour améliorer la communication, passer par des sociétés spécialisées ou autres? Alors, oui, je pense que la communication, tu as raison, c'est un métier. Tu es bien placé pour le savoir. Donc, c'est quelque chose qu'un industriel, je pense, n'a pas forcément intégré. Alors que je parle industriel de PME. Hein. Peut-être qu'effectivement, les grands groupes sont staffés en personnel de communication. Mais aujourd'hui, la communication RH, c'est une spécialité. Donc je pense qu'on peut déjà, en tant que PME, on peut déjà démarrer simplement en travaillant le tissu local, travailler par des choses simples. Hein, donc ici on parle de recrutement maintenant. Est-ce que vous connaissez les écoles qui forment à ces métiers dans votre bassin d'emploi? Est-ce que vous recevez régulièrement des stagiaires de ces écoles? Est-ce que vous êtes en contact avec les profs? Ensuite, travailler la communication, c'est tout simplement déjà travailler votre site internet. Parce que vous pouvez diffuser ces annonces, ces articles sur des réseaux sociaux, mais je pense qu'il est extrêmement important d'avoir un site internet qui soit à jour et avec des informations cohérentes, pas uniquement vis-à-vis des produits, mais vis-à-vis aussi de l'aspect ressources humaines. Et la rédaction des textes est extrêmement importante. Les mots-clés utilisés, alors je ne parle pas uniquement de référencement, mais je parle d'arguments de vente RH. Et là, effectivement, si vous n'avez pas les compétences en interne, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui puisse travailler des textes pour vous, qui puisse travailler des photos, des images, et puisse vous aider donc, sur cet aspect qui est quand même une spécialité, parce que la communication RH, c'est vraiment une spécialité. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez plus de demandes d'entreprises pour des postes d'apprentis.
en maintenance notamment, pour justement les aider à recruter leurs futurs techniciens. Ah oui, effectivement, on diffuse des offres liées à l'apprentissage. Je pense que dans l'industrie, tout à l'heure je parlais du problème d'adéquation entre la formation initiale et le besoin réel sur le marché. Et mon sentiment, voilà, après avoir observé pendant plus de 25 ans le marché de l'industrie et du recrutement, je pense que l'industrie a trouvé sa solution une solution viable à long terme au travers de l'apprentissage. Et je pense que c'est vraiment une source de recrutement, une façon de trouver des collaborateurs qui sont directement opérationnels au bout de 2-3 ans de formation dans l'entreprise. Et ça devient, c'est déjà aujourd'hui une formation qui a une excellente image et c'est vraiment un outil, je dirais presque normal de recrutement aujourd'hui pour les entreprises. Donc oui, l'apprentissage a vraiment, à mon avis, une excellente image dans l'industrie. Ok. D'autres questions sur ce sujet qui donne bien du fil à retordre aux entreprises? En tout cas, j'espère que l'intervention de Miroslav vous aura éclairé déjà et vous aura donné des pistes pour améliorer cette image d'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous et à tout à l'heure.